Africa, oyez, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous continuons de nous réjouir, même quand on va à l'approche de la guerre. Ultimatum lancé par la CEDEAO au Niger, jour J-1. La CEDEAO et la France ont décidé d'en découdre avec le Niger et les autres poutistes du Sahel. Donc de quoi est-ce qu'il est question? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo, de la situation à jour J-1. Quelles sont les stratégies que les deux camps déploient? C'est de cela que nous allons parler. Et ça, c'est de la géostratégie. Et c'est notre domaine, la géopolitique et la géostratégie. Comment est-ce qu'on planifie une action qu'on va mener là sur le terrain de la guerre? Il en est de même pour le football. Donc, si vous voulez comprendre cette stratégie que les deux camps sont en train de mettre sur pied, en moins un jour de l'expiration de l'ultimatum, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo pour que la guerre ne nous surprenne pas. Est-ce que peut-être sur la base de ce que nous allons dire, les politiques sont vrais ou faux? Nous allons voir ça dans les jours à venir. Donc, si vous avez déjà mis assez de pouces, vous êtes abonné pour ceux qui ne sont pas encore, et que vous avez cliqué sur la cloche de notification, parce que même pendant la guerre, nous allons continuer à faire des analyses pour vous, pour nos abonnés, pour qu'ils soient de plus en plus éclairés, parce que là, le moment est venu, surtout pour notre chaîne, de bien vouloir s'exprimer, parce que nous en sommes les seuls spécialistes sur YouTube africains pour parler de la géopolitique et de la géostratégie. Donc, sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. La guerre au Niger. La guerre se prépare au Niger et nous sommes à jour J-1 de l'ultimatum. Quelles sont les forces en présence et quelles sont leurs stratégies? Déjà, il y a du côté de ceux qui les battent en guerre, ceux qui aiment toujours résoudre les problèmes par la guerre. Tant que les opinions ne passent pas, ils pensent toujours qu'on peut utiliser la violence pour faire passer. Et c'est toujours eux en même temps qui vous parlent, quand ils sont en situation de force, de négocier, de parler de démocratie, de pouvoir dialoguer. Oh, il faut qu'on dialogue, quand ils sont en situation de force. Mais quand ils sont en situation de faiblesse, ils vous disent qu'on doit utiliser tous les moyens pour défendre les intérêts. Et c'est quand de la force qui fait dans la roublardise, l'hypocrisie et le mensonge généralement, c'est les alliés du président déchu qui n'a même plus de parole. Même quand il continue, on le laisse. Les poutistes en font trop pour le laisser parler. On devait le mettre au cachot, comme on avait fait pour la Guinée. Ça dit qu'on le ferme et qu'on ne dévoile même pas où il se trouve. Et on allait partir comme ça, le libérer. Et les gens n'avaient pas s'en rendre compte. Heureusement qu'on était avisés. On n'a pas permis que les chefs d'État le rencontrent parce que les chefs d'État se déplaçaient avec leur état-major. Forcément, ils pouvaient arriver là-bas et décider de le libérer. Mais on n'a même pas fait. Nous disons, bon point. Déjà pour le Niger qui a déjà remporté ce point et que les négociations, vous avez mis la violence au bout du fil, donc pas de négociation, on y va. Mais pendant ce temps, ils sont rentrés et les chefs d'État sont rentrés bredouille de Niamey et ils ont organisé donc un conseil militaire dirigé par le Nigeria. Oui, dirigé par le Nigeria. C'est le Nigeria qui va mener donc l'organisation de cette attaque contre le Niger. Et le chef d'état-major qui dirigeait donc cette réunion a bien précisé qu'ils ne vont pas dévoiler où ils vont frapper. Donc, ça fait partie des stratégies militaires. Il faut être naïf de croire qu'ils vont dévoiler où ils vont frapper. Non, il ne nous surprend pas en disant qu'il ne va pas dévoiler. Non. Puisque les autres aussi, tout à l'heure, quand on va analyser, on ne dira pas où ils vont frapper. Mais on va juste faire des suppositions. Donc, les deux camps sont en train de s'activer et la CEDEAO a à sa tête le Nigeria. Est-ce que le Bénin va vraiment suivre? On n'a plus trop suivi de nouvelles au bout de ces 3 derniers jours concernant l'envoi des troupes. Mais le Bénin avait déjà dit qu'il devait envoyer des troupes. En plus du Niger, en plus du Bénin, il y a la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire va, et puis la classe politique s'indigne même. Comment est-ce qu'on peut amener un pays en guerre sans consulter le Parlement, sans informer la population? Ça pourrait même passer par un référendum. Bon, il se comporte exactement comme la France. Ouattara est en train de vouloir déclarer la guerre à un pays de la CEDEAO et il n'a même pas daigné informer la population ivoirienne ni passer par le Parlement. Il en est de même du cas de Macky Sall. Ils prennent sur eux la responsabilité d'amener tout un pays à la guerre, un autre pays africain à la guerre, un autre pays de la CEDEAO à la guerre, sans consulter ni la population ni les institutions en place. Où est donc la démocratie dans ces pays respectifs? Donc ne prenant que le cas de ces 4 pays, ils sont dirigés à leur tête au plus haut sommet
de cette attaque par la France. Parce qu'immédiatement après le coup d'État, la France a organisé un conseil de sécurité, un conseil militaire à Paris pour dire ce que la CEDEAO doit faire sur le terrain, notamment le Nigeria. Voilà donc comment est-ce que les camps s'organisent pour cela. Et la France va en guerre avec la CEDEAO pour défendre les intérêts des Français. Et on vous a bien dit cela. La France veut défendre ses intérêts où? C'est pas en Europe, c'est pas en Asie, mais c'est en Afrique. Donc ils viennent au Niger défendre leurs intérêts. Tant qu'il y avait, vous comprenez donc, tant qu'il y avait les terroristes au Niger qu'eux ils ont amenés et qui ne disent pas, les intérêts français n'étaient pas menacés et pour ça ils ne pouvaient pas intervenir avec vigueur et efficacité. Vous comprenez donc que les terroristes c'était eux, puisque les intérêts n'étaient pas menacés dans tous les pays du Sahel. Maintenant qu'on a démonté, qu'on est en train de démonter ce système, ils pensent qu'il faut intervenir parce que leurs intérêts sont en jeu. Et déjà en passant, ce matin, il se pourrait que l'ambassade de France à Niamey était en feu. Oui, la population en a marre de ces Français qui vont venir. On va tuer les Nigérians. On va tuer les Nigérians. Est-ce que c'est un crime de guerre? Il faudrait qu'on pense déjà à cela, puisque ça c'est prémédité. On vous dit qu'on va faire la guerre pour défendre les intérêts. Ce n'est pas pour défendre les Blancs. Vous avez déjà évacué les Français, les Italiens, les autres Européens sont partis. Mais vous continuez à dire que vous allez faire la guerre à un peuple, que vous allez aller continuer à les tuer. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité que la France est en train d'organiser au Niger. Il faudrait bien qu'on se rende compte de ça et qu'on le dise à haute voix. Ça, c'est un crime contre l'humanité parce que c'est prémédité depuis le temps, parce qu'il manque de finesse pour pouvoir discuter avec la junte au pouvoir, avec la junte à Niamey. Et on envoie un autre putiste du Tchad pour venir en parler. Donc, vous trouvez des incongruités ou l'hypocrisie de la France. Quel intérêt est-ce que vous avez au Mali? Ils vous disent au Niger, ils nous disent seulement qu'ils viennent défendre leurs intérêts, mais ils ne précisent pas leurs intérêts, parce que ces intérêts sont effectivement énormes. Et tout le monde le sait, que le Niger est le principal pays qui approvisionne la France. On va vous dire qu'il est 6e, il est 5e, il est 6, tout cela, mais c'est le Niger qui est le principal, qui approvisionne particulièrement l'Europe en uranium pour leur centrale nucléaire. L'Union européenne, c'est l'Europe, c'est le Niger qui est numéro 1. On va parler de l'Australie. L'Australie utilise pour eux, les États-Unis utilisent, ainsi de suite. Les autres pays exploitent l'uranium dans leur territoire pour eux. Même la Russie, ils utilisent cela dans eux parce qu'exploiter l'uranium pose déjà un sérieux problème de sécurité. Donc on ne peut pas laisser l'uranium. Mais au Mali, on préfère, au Niger, la France préfère exploiter l'uranium à ciel ouvert. Elle se fiche pas mal de la santé de la population là-bas. Et ça, c'est un autre débat qu'on verra par la suite, dès que le gouvernement va tenir et qu'on va réinstaurer vraiment la démocratie du peuple, il faut qu'on demande au peuple. Et les catastrophes écologiques et démographiques que la France a causées avec l'exploitation de l'uranium à ciel ouvert par ces sociétés minières qui sont installées dans cette zone et qu'on ne veut pas que les Nigériens partent en profiter. Donc, nous avons dit qu'il y avait l'uranium, mais nous avons dit qu'il y a le gaz. Le gaz en question ne sera pas exploité au Niger. Oui, le gaz ne sera pas exploité. Les contrats sont signés depuis l'année passée et on a déjà commencé la construction du pipeline du gaz. Il y a le premier pipeline qui est effectif, comme on peut le dire, va passer donc par le nord du Nigeria. Il part du delta du Nigeria, la zone pétrolifère qu'on a au Nigeria, la zone du sud. Il va partir du Nigeria et traverser tout droit vers le nord pour traverser le Mali, pour traverser le Niger et entrer en Algérie. L'Algérie, comment l'Algérie dans ce cas pense qu'elle va venir défendre le Niger? Non, ils sont de parti pris avec l'Union européenne et la France dans ce conflit. Donc, qu'ils vous disent là qu'ils ne sont pas d'accord, ça ce sont les langages diplomatiques. Donc voilà les deux intérêts que la France place au niveau européen pour éviter les autres pays à entrer dans la guerre. Donc nous le disons, beaucoup de courage, parce que maintenant, de notre côté, le petit Niger, comme vous avez l'intention de le faire, va bien surveiller son territoire. L'armée n'est pas divisée, c'est la première force du Niger. L'armée n'est pas divisée. La garde présidentielle a fait le coup d'État et le chef d'état-major a fait allégeance au chef de putschistes. Et toute l'armée est unie derrière le chef pour le nouveau pouvoir politique. Donc là, il n'y a pas de dissension, de division entre le politique et le militaire ou entre les militaires entre eux. Là, c'est déjà d'accord. Et pour préparer également la guerre, ils ont décidé donc d'envoyer des émissaires au Burkina Faso, les numéros 2 du régime au Burkina Faso et à Bamako pour mettre en place les stratégies de la guerre. Poutine disait
la guerre, ce n'est pas le cinéma qu'on voit, où les Européens nous ont dit, ce n'est pas le cinéma. Nous entrons là dans la réalité. Et pour ceux qui pensent qu'ils ne pourront pas être attaqués, le Bénin, il faudrait bien qu'ils pensent que le Burkina Faso peut bien attaquer le Bénin à la guerre. Ils ont bien dit, vous attaquez le Niger, vous nous avez déclaré la guerre, et le Burkina Faso peut bien attaquer le Bénin pour les questions de guerre. Voilà, dans ces situations de guerre. Le Mali également peut attaquer la Côte d'Ivoire pour cette question de guerre. Oui, et quand je dis que les missiles vont pleuvoir sur Abidjan, vous n'en doutez pas. S'il faut empêcher, c'est aussi élémentaire, s'il faut empêcher la Côte d'Ivoire de continuer à alimenter ses soldats au front ou de continuer à faire de la guerre au Niger, il faut commencer à les combattre dans leur base. C'est aussi élémentaire. Couper les approvisionnements, les combattre dans leur base. Et s'il faut ramener Ouattara au pouvoir pour s'occuper des dégâts qui vont être causés, il faut bien qu'on bombarde Abidjan pour que ça ramène les Ivoiriens à se réveiller, que ça ramène le président à revenir s'occuper des problèmes de son pays. C'est aussi basique que ça en termes de géostratégie, c'est aussi basique que ça. Donc les gens pensent qu'on ne doit pas bombarder Abidjan. Non, ce n'est pas inévitable. La guerre va se déplacer dans ces pays-là. Et le Mali, pour cela, a les moyens. Le Mali a les dons. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas de réunir les forces militaires. Non, parce qu'ils ont les moyens matériels pour pouvoir, à partir de leur territoire, faire la guerre dans les autres territoires. Ils ont ces moyens-là. D'abord, qu'ils contrôlent bien leur ciel, ainsi que pour le Burkina Faso. Donc, que les Ivoiriens ne restent pas dormir pendant que c'est l'affaire de Ouattara, ça va également leur toucher. Sinon, qui n'ont qu'à dégager leur président. Il en est de cas pour Macky Sall, qui ne sait que faire la guerre à l'étranger et qui ne connaît pas encore faire la guerre, qui ne connaît pas mettre la paix chez lui, et même dans les pays africains. Et on l'a vu, il veut être entré en clash avec le président du Burkina Faso. Donc, c'est l'occasion pour le Burkina et le Mali d'en découdre avec les vieilles querelles qu'on a avec Ouattara et Macky Sall. Donc, quand il manque de respect à ces jeunes présidents, c'est l'occasion de leur montrer leur puissance de feu en ce temps-là. Donc, nous vous avons exposé dans l'état des lieux à jour J-1, mais la population continue à s'aggraver. La guerre a déjà commencé avec la destruction de l'ambassade de France à Niamey. Donc, nous le disons, bravo. Vous ne pouvez pas laisser les Français venir vous faire la guerre et vous laisser les intérêts. Il faudrait bien, puisqu'on a compris le point faible maintenant des Français, c'est leurs intérêts. Il est question d'attaquer des intérêts français ou des autres populations sur place. Mais je demande également aux Ivoiriens, comme ils pensent que les Camerounais ne peuvent pas s'inclure, nous parlons de la géopolitique entièrement africaine, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens sont capables qu'ils parlent des Camerounais, puisqu'ils ne se connaissent rien de leur propre pays, et pire encore des autres pays africains, tous les Camerounais sont dans les partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait une vidéo pour répondre à tout ça et pour leur expliquer pourquoi est-ce que nous parlons de la Côte d'Ivoire. Nous avons la volonté, la capacité de parler de chaque pays africain. Et les spécialistes en géopolitique ou en géostratégie sur les questions en Afrique, c'est les Camerounais. Et je l'ai déjà dit, je continue à le répéter, les Ivoiriens devaient répondre par la même chose. Quand vous parlez du Cameroun, il y a des Camerounais pour vous répondre. Et on n'entre pas dans ce genre de querelle. Donc, nous disons, pour cette guerre à jour J-1, les forces en présence sont en train de peaufiner leur dernière stratégie. Et à partir de lundi, oui, effectivement, quand l'ultimatum va entièrement expirer, on verra voir ce qu'il y a lieu à faire. Mais nous savons que si on était dans un autre contexte, à une autre époque, la France en position de force n'aurait pas attendu jusqu'à ce jour sans avoir déjà lancé les premiers missiles. Parce que ce n'était pas le cas en Libye. En Libye, ils ont donné l'ultimatum et ils ont intervenu avant l'ultimatum pour empêcher. Parce qu'il faut être le premier à frapper. Ils ont interdit et ils ont frappé en premier et le plus rapidement possible. C'était le même cas en Irak. Ils n'ont pas attendu le jour J pour frapper. Donc, si maintenant ils attendent le jour J et attendent que l'expiration finisse, c'est qu'il y a peut-être une faiblesse quelque part. Est-ce qu'ils vont se rétracter? Nous allons voir d'ici lundi. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, surtout partagez ce genre de vidéos pour que le peuple soit un peu au courant et qu'on suive la trajectoire de comment la guerre va évoluer. Quel est l'avenir de la CEDEAO? Quel est l'avenir de la France en Afrique? C'est maintenant que ça se pose. Quel est l'avenir de la France en Afrique? Les intérêts français en Afrique? On va analyser ça dans les prochaines vidéos. Merci et à tantôt.